Ce mouvement, inscrit dans le processus langagier, sert de matrice à l'ensemble du développement éthique conçu comme le progrès de la culture dans la formation des communautés. L'éthique entière est fondée sur la nécessité de la communauté. La communauté se caractérisant non seulement par l'éviction de l'égoïsme, mais encore la double polarité du tout et de la partie. Kant déjà avait dans la religion, dans les limites de la simple raison, troisième partie, décrit une telle progression éthique de l'individu dans la communauté. Pour Schleiermacher, l'établissement de cette communauté est culture. Ici aussi, l'axiome fondamental est le suivant. Tout revient à l'identité de l'universel et du particulier. Le besoin et la raison. La tendance à la communication fondée sur la tendance à la communauté n'est pas un simple besoin de la nature, mais un besoin de la raison. En lui-même, tout besoin semble naturel, et ce n'est qu'au prix de l'union supposée de l'être et de la raison qu'un tel besoin sera pensable comme susceptible de raison. C'est parce que la raison habite la nature que ce qui est compris tend à être partagé. C'est parce qu'il y a dans le langage identité avec la raison qu'il est dialectique. Cette pensée qui se développe doit être vivante, donc être partagée. De là cette proximité avec le Phèdre, lorsque Schleiermacher condamne à son tour l'écrit. Mais la communication par la seule écriture, sans dialogue vivant, est toujours la mort. Ce qui est visé dans toute communication, c'est l'identité de la pensée. Lorsque nous communiquons quelque chose à quelqu'un, nous voulons qu'il fasse sien le savoir qui auparavant était en nous. Lorsque nous sommes satisfaits de notre communication, une communication du savoir ne tend à rien d'autre qu'à ce que l'autre le produise nécessairement en lui. L'identité du savoir est l'identité de la production du savoir, EST est, ce qui explique que les réflexions sur le langage et la communication se trouvent principalement dans les parties consacrées à l'étude du schématisme. La tendance à communiquer est un impératif éthique primordial au regard de la structure de la connaissance, et la dialectique trouve donc son complément naturel dans l'éthique. L'image perçue tend au concept et le savoir, de par sa nature identique, tend à la communication. Comme Schleiermacher l'écrit en 1808 à propos de l'université, communiquer est la première condition de toute aspiration à la connaissance, et la nature elle-même a ses ambiguïtés exprimé cette loi en interdisant de produire un quelconque contenu scientifique, serait-ce pour soi sans recourir à la langue. S'il est vraiment en éveil, l'instinct de connaissance doit donc être seul à l'origine des liens indispensables à sa pleine satisfaction, des différents moyens de communication et de la communauté des travaux. En 1827, la découverte dans le domaine du savoir sans communication est explicitement non éthique. Le domaine du savoir devient dans l'identité de la découverte et de la communication. Caractère non éthique de la découverte sans communication. La tendance à la communauté se réalise donc de manière privilégiée dans la communication langagière, qui devient ainsi un domaine spéculatif capital. La communication comme tendance repose en dernière instance sur l'identité en général, c'est-à-dire la raison. On retrouve ainsi une détermination kantienne bien connue de la pensée qu'Alexis Filonenko va jusqu'à appeler la sentence fondamentale du criticisme. Kant écrivait en effet dans « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» mais penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne pensions pas, pour ainsi dire en commun avec d'autres, qui nous font part de leurs pensées et auxquelles nous communiquons les nôtres. Cette tendance à communiquer est naturelle en l'homme qui, comme être fini et raisonnable, aspire au passage de la nature à la raison. La communication est ainsi le fondement de notre communauté, de notre humanité. Communication, sentiment et humanité. Kant, avons-nous à rappeler, suppose une originaire tendance à communiquer, qui est condition de possibilité de la culture. On peut aller plus loin en percevant clairement que cette tendance innée est ce qui va définir la humanitat, qu'il faut peut-être rendre par sentiment d'humanité, et que Kant définit dans la critique de la faculté de juger. Humanité veut dire d'une part le sentiment universel de sympathie, d'autre part la faculté de pouvoir se communiquer de façon intime et universelle. Ces propriétés réunies constituent la sociabilité conforme à l'humanité, par laquelle elle se distingue de la restriction animale. L'humanité est essentiellement partage. Participer et faire part. L'humanité et la tendance à communiquer comme sympathie ou participation à une totalité seront précisément étudiées par Schleiermacher.
Ce sentiment d'être enraciné dans une totalité plus grande est ce que les Anglais principalement ont étudié sous le nom de common sense, de sympathie. Et Schleiermacher te renvoyait à Shaftesbury, pour lequel l'homme est par nature fait pour vivre avec ses semblables et constituer une société. Chez Kant, ces idées anglaises servent de repoussoir. Pour celui-ci, il convient de dépasser le point de vue privé du sentiment en recherchant un point de vue universel. Il ne s'agit pas de rester sur le même plan que l'autre et de participer ainsi horizontalement à son sentiment, ce qu'est la sympathie. Mais il faut s'élever au point de vue idéal du tout. Le sentiment alors consiste à trouver en soi, dans la singularité du vécu, le plus intimement subjectif, de quoi s'élever au point de vue de l'universel. Kant poursuit: la propriété qu'a l'homme de ne pouvoir apprécier le particulier que dans l'universel est le sentiment. La sympathie en est tout à fait distincte et concerne simplement le particulier, bien que ce soit en autrui. On ne se met pas dans l'idée du tout, mais à la place d'un autre. L'équation entre la rationalité et l'humanité justifie alors l'expression tendance de la raison. Le sentiment spirituel consiste à sentir la participation en tout idéal, l'humanité en nous, et en cela il semble que Schleiermacher donne immédiatement raison à Kant. L'analyse de ce sentiment nous permet de passer à l'enjeu qui ici est au fondement, à savoir le sensus communis et les maximes auxquelles il donne lieu. La deuxième maxime du sens commun a dans notre perspective une fonction capitale dans son rapport avec la publicité, la pensée. Penser en se mettant à la place de tout autre est la maxime propre à la faculté de juger. C'est elle qui définit la manière de penser, élargit et constitue un esprit ouvert. Le sujet fait varier les pensées en adoptant plusieurs positions fictives possibles, sans pour autant prendre la position de autrui empirique. Il s'agit simplement de pousser plus loin la pensée dans un usage principalement expérimental. Cette expérience de la pensée et de la publicité est effectuée par Schleiermacher dans la dialectique, puisqu'elle se définit précisément comme comparaison continue d'actes singuliers de la pensée à travers le discours, ou comme production de la pensée visant le savoir en communauté avec un autre ou d'autres. Chez Kant, ces réflexions s'inscrivent dans une réflexion sur la culture, dont on sait qu'elle est un moment du passage de la nature à la liberté, qui s'accomplira par l'art de la communication réciproque des idées. Cette dernière formule convient exactement à la définition de la dialectique chez Schleiermacher. Percevoir l'essence de l'humain dans la tendance à communiquer n'est pas pour autant une pensée nouvelle ou originale. Alexis Filonenko en avait montré l'importance chez Fichte. Hegel aussi écrivait dans la phénoménologie de l'esprit, qui est quasiment contemporaine du brouillon sur l'éthique, la nature de celle-ci, l'humanité en effet, est de pousser Dringen à l'accord avec d'autres, et elle n'a d'existence que dans la communauté des consciences réalisées, tandis que l'attitude anti-humaine, animale, consiste à demeurer dans le sentiment et ne pouvoir se communiquer que par lui. Cette dernière communication est pour le moins problématique, puisqu'elle doit se heurter à l'incompréhension qui par essence habite la singularité du sentiment. D'où vient chez Schleiermacher cette tendance à communiquer? Elle est éthique, comme chez Kant et plus encore chez Fichte, où ce qui dans l'individu n'est pas éthique est paresse ou inertie. L'éthique se fonde sur une aspiration vivante à la connaissance. Ce désir de savoir est une hypothèse ancienne, rarement remise en question. Kant lui-même fondera le besoin de la raison sur la tendance à la connaissance. Or, la tendance à la communication est la manifestation intime de la présence de la raison dans la nature humaine. La tendance à communiquer est tendance à l'universel. On pourrait presque, si ce n'était paradoxal, parler en cela d'une tendance de la raison, ce qui, dans le cadre d'une philosophie de l'identité, n'est plus contradictoire. Ce qui pousse Schleiermacher vers une expression somme toute étrange. Il s'agit d'un Vernunftgefühl, d'un sentiment de la raison, Vernunftgefühl, qui va devoir se transformer en Vernunftgehalt, en contenu rationnel, qui se trouvera inscrit en un premier temps dans l'art, puis dans la langue. Le sentiment est une forme de connaissance, Erkennen, relevant pour Schleiermacher d'une certaine réceptivité, doit se muer en Darstellen, présentation ou exposition de la teneur rationnelle. Il faut ici prendre teneur dans un sens étymologique, comme le Gehalt pour
pour Steinmeier, qui signifie d'abord tenir ensemble des termes séparés, car la teneur rationnelle est chez lui une structure qui distingue et rassemble et qui est ressortie à l'activité synthétique de la conscience. La teneur rationnelle est ce qui, dans la conscience, maintient séparé et unit la diversité et l'unité. Le passage du sentiment rationnel à la teneur est fondé sur la naturalité de la tendance. On retrouve là l'idée kantienne que la raison ait besoin. La raison ne sent pas, elle saisit son insuffisance et produit par la tendance à la connaissance le sentiment d'un besoin. Il en est dans ce cas tout de même que pour le sentiment moral. Cette orientation fondamentale de la pensée critique sera toujours sauvegardée par Steinmeier, pour lequel la raison est nostalgie de l'être. Si pour Steinmeier l'être est toujours transcendant, le sujet connaissant en revanche ne doute pas de lui, alors même qu'il lui est inaccessible. L'authentique essence de la conscience humaine est dans la finitude, comme le montre la dialectique et la doctrine de la foi, et signifiant la séparation d'avec l'être, elle s'éprouve comme sentiment et nostalgie. À la même époque, en 1806, Fichte écrivait dans ses leçons « Cette tendance a été unie et fondue à l'imprévisible, fondue à l'impérissable, et la racine la plus intime de toute existence finie, et ne peut être entièrement éradiquée d'aucune branche de cette existence, si on ne veut pas la faire sombrer dans le non-être total. La raison en chacun n'est satisfaite que dans la communauté avec le tout, posé comme tâche éthique. Le sentiment individuel est toujours aussi dans l'unité de la conscience, sentiment de l'enracinement dans une totalité plus grande. Il est donc manifeste que le besoin de la raison explique la tendance à la communauté comme manifestation de l'exigence de l'autoréalisation de la raison. La tendance de la raison a son plein déploiement et est inscrit dans la raison même et va appeler la position d'un fondement transcendant qui en garantira la possibilité. Du sentiment de dépendance pure et simple à la foi de la raison, il y a donc une voie tracée chez Steinmeier. Le moteur éthique repose dans cette essence de la raison, qui est elle-même sa propre exigence, puisqu'elle est pensée comme l'exigence d'un monde intelligible, ce qui, en termes kantiens, est la réalisation de soi comme liberté. En cela, la raison est tâche, même si elle est infinie à cause de notre irrévocable finitude. Comment se manifeste ce sentiment de la raison ? Il est, d'après Steinmeier, la manifestation de l'individualité qui dispose d'instruments d'expression, d'organes pour l'individualité, qui particularise l'expression universelle, à savoir la langue. Ce fondement dans le sentiment et son aspiration à la raison peut être résumé comme suit. 1. Mon sentiment m'est absolument propre et ne peut donc être celui d'aucun autre. Mais mon caractère étant également déterminé par la raison. 2. Il y a en même temps dans le sentiment une tendance à se communiquer. Dans tout sentiment qui parvient en lui-même à la clarté, il y a aussi une aspiration à susciter à autrui la même chose. Nous sommes, par cet ancrage, dans le sentiment naturellement reconduit au sentiment esthétique et à la communicabilité chez Kant au moyen du jugement de goût. On sait que Kant analyse le sentiment dans la critique de la faculté de juger esthétique, de la critique de la faculté de juger. Chez Kant, puis chez Steinmeier, le sentiment est un rapport à soi de la conscience et donc l'un des modes de cette dernière. On sait que Kant analyse le sentiment dans la critique de la faculté de juger esthétique, de la critique de la faculté de juger. Le sentiment chez Kant est caractérisé par la suppression de la fonction médiatrice de la faculté de connaissance. Dans le sentiment, on ne vise pas à déterminer un objet ou à le constituer dans l'expérience. Le sentiment est un rapport à soi causé par un objet et caractérisé par la libération des fonctions ordinaires de nos facultés de connaissance, constitution des objets ou détermination de la finalité. Le sentiment esthétique, sentiment de satisfaction désintéressée, tient à ce que quelque chose plaît universellement sans concept. Il n'est par suite pas réflexif, puisqu'il ne devient objet de réflexion que dans le jugement de goût. C'est dans ce jugement qu'il est thématisé dans une perspective intersubjective. Partant du sentiment, le jugement de goût nous conduit par le jugement réfléchissant vers les autres, en manifestant l'essence de notre raison et en découvrant la nécessaire hypothèse d'un sensus communis pour la communicabilité des sentiments.
Cette double polarité du sentiment, individuel et communicable, est maintenue chez Schleiermacher, ici dans l'éthique comme ailleurs dans la doctrine de la foi. D'un côté, le sentiment est immédiatement singulier, mais de l'autre, pris par la réflexion qui parvient en lui-même à la clarté, il devient communicable. Cela ne signifie pas qu'il existe un langage du sentiment. Une dernière version de l'éthique, probablement de 1816-17, consacre une page à l'analyse des rapports entre sentiment, pensée et langage. Pour Schleiermacher, si le sentiment cherche à s'exprimer en vertu de l'aspiration de la raison, à briser les limites de la singularité, cette expression se fait dans une certaine gestuelle. Et lorsqu'on parle d'un langage du sentiment, cela est soit une expression très fausse, soit cela désigne une chose très médiatisée et ne vise que l'expression des propres pensées sur le sentiment et non le sentiment lui-même. Dans la doctrine de la foi, c'est la réflexion sur le sentiment de dépendance pure et simple qui est conscience de Dieu et qui permet d'accéder à l'expression Dieu. La réflexivité qui dépasse le sentiment est ce qui conduit le sujet conscient de lui-même vers le langage et le concept. On doit donc dire que la place du langage trouve un fondement dans l'exposition de l'existence historique de l'homme et l'éthique, que le langage s'inscrit dans la double perspective éthique qui porte l'homme vers le singulier et vers l'universel. En cela, le langage permet d'établir un lien systématique entre les deux techniques que sont l'herméneutique et la dialectique, et de montrer que l'éthique est la dimension effective de leur existence. Notre approche de la philosophie de Schleiermacher, même orientée principalement sur l'herméneutique, nous a donc conduit à un réel résultat. Elle ne se comprend pas seulement comme art de comprendre, au sens où elle ouvrirait la voie royale à la dialectique, qui effectuerait l'adéquation de l'être et de la pensée, que l'éthique viendrait ensuite inscrire dans le réel. Elle est aussi l'art qui nous dit en quoi consiste le fait de ne pas tout comprendre et de devoir respecter ce qui nous demeure étranger. En cela, la nécessité dialogique est inévitable et il n'y a dans la reconnaissance du conflit dialectique une portée éthique qui n'est pas étrangère au discours éthique contemporain. L'herméneutique, même si elle a d'abord affaire à des textes, permet de mettre en valeur le rapport entre contingence et obligation, ce que le lien entre herméneutique et dialectique semble précisément avoir montré. En cela, l'herméneutique ne relève pas, et la dialectique qui en a besoin non plus, d'une simple exigence théorique. Elle est pratique, elle induit une pratique, une certaine phronésis qui serait une prudence de la compréhension. Car l'herméneutique, nous l'avons vu, ne relève pas simplement de l'idéal théorique du savoir, elle rappelle toujours aussi l'idéal pratique de la prudence, qui tient à la fragilité du savoir, à son historicité, à l'existence humaine, ce qui ferait, pour reprendre des termes aristotéliciens, de l'herméneutique une science politique, science de la sagesse pratique, dont la fin est le bien proprement humain. Et à travers l'éthique, c'est à cette formation de la communauté que contribue l'herméneutique. Et pas seulement à l'accession ouvrée à la Sophia. Comprendre n'est pas ce qui me met simplement en route vers ce qui est, c'est aussi la dimension dans laquelle individu et communauté s'accomplissent. Ce n'est donc au terme de notre parcours, qui somme toute est moins un détour qu'un approfondissement, que l'herméneutique de Schleiermacher peut, dans ces deux versants, se révéler philosophiquement intéressante et même jouer un rôle décisif dans les perspectives philosophiques d'une éthique, de la communication et les tentatives de fondation de l'identité morale, même si à la lire de près, elle est plus classique que ne le veulent parfois certaines lectures actualisantes. La modernité de Schleiermacher tient, me semble-t-il, peut-être moins à sa théorie de l'irréductible individualité liée à la nécessaire communauté qu'à son ancrage langagier. Car si l'antagonisme entre l'inclination à s'associer et la tendance à se singulariser est à l'époque bien reçu, la version linguistique de l'insociable sociabilité lui donne une coloration toute particulière. Là aussi, il s'agit d'une structure fondamentale qui se retrouve partout, dans l'éthique, dans l'herméneutique et dans la dialectique, qui à la fois en figure le fondement et œuvre à son pur accomplissement. Le langage est la structure fondamentale de la conscience, et c'est par l'acte de langage que la raison agit sur la nature et que l'esprit se réalise, figurant l'union du théorique et du pratique. La logique de cette philosophie reste en grande partie fidèle à la philosophie critique, tout en se démarquant du transcendantalisme post-kantien.
les premiers écrits philosophiques de Schleiermacher demeurant, à travers la recherche de l'union de la raison et de la nature, très proche de l'idée d'unification ou de réconciliation qu'on trouve non seulement chez Schelling, mais encore chez Hegel. Progressivement, alors que le système lui-même prend forme, même si sa genèse est laborieuse, Schleiermacher s'affirme comme un penseur de l'opposition au point que le conflit devient la catégorie centrale. Ce conflit n'a certes de sens que dans l'horizon d'une unification possible, mais sa valeur est constitutive pour l'homme. L'unification est un principe régulateur et le conflit a une fonction constitutive. Il est l'attestation du sujet dans l'horizon de la raison. En cela, Schleiermacher s'écarte de Schelling et de Hegel. L'opposition demeure et l'homme s'y maintient. C'est là une autre manière de retrouver l'humilité, la modestie de la théorie de Schleiermacher au regard de toute prétention à l'absolu. Comme Kant, Schleiermacher ne peut construire qu'une maison d'habitation juste assez spacieuse pour nos travaux sur la plaine de l'expérience, bien qu'il songe lui aussi à une tour qui devait s'élever jusqu'au ciel. La dialectique n'est pas méthode universelle et l'herméneutique est incontournable. Schleiermacher ajoute cependant à la limitation kantienne tenant à nos matériaux la diversité, c'est-à-dire la confusion des langues que Kant ne mettait pas en compte en se référant à l'épisode biblique de Babel. C'est là pour bien marquer que cette divergence dans la pensée n'est pas nécessairement appauvrissement, et moins encore malédiction. La recherche du savoir est éthique, car elle m'attache à l'autre que je dois reconnaître dans son identité morale, dans son irréductible singularité. En retour, l'autre me reconnaît également dans la participation au dialogue et à la dialectique de la reconnaissance, et de la reconnaissance est une dialectique de la réciprocité. L'anthropologie finit donc par l'emporter sur tout rêve d'accomplissement de l'ontologie, et elle condamne l'homme au sens, à la construction par la raison. C'est là aussi que prend toute sa portée une philosophie qui, posant que les hommes désirent savoir et le doivent, leur assigne pour tâche de s'efforcer à comprendre et à se comprendre.